Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse et cet avis sur l'épisode 14 de la saison 8 de The Walking Dead. Que vaut donc la parole d'un homme? Voilà la question qui pèse sur tout cet épisode, et d'après son titre, cela devrait encore valoir quelque chose normalement. Mais avant d'aller plus loin dans cette analyse, j'ai une bonne nouvelle pour vous puisqu'il s'agit d'un triple concours avec cette semaine sur la page Facebook l'intégrale de la saison 3 de The Walking Dead en Blu-ray à gagner. Pour participer, c'est simple, il suffit de liker la page Facebook bien sûr et de laisser un commentaire sur la publication qui mentionne ce concours. Et vous trouverez bien sûr le lien vers cette page dans la description de la vidéo ou encore sur la bannière de la page. Et puis la semaine prochaine, ce sera l'intégrale de la saison 4 à gagner sur Twitter. Et enfin, pour l'épisode 16, le dernier épisode de cette saison de The Walking Dead, ce sera l'intégrale de la saison 7 qui sera à gagner directement en commentaire sous la vidéo YouTube. Revenons donc à cet épisode que j'ai trouvé plutôt réussi dans l'ensemble, malgré quelques incohérences scénaristiques encore une fois. On était dans la psychologie des personnages, mais c'était carrément convaincant, en tout cas dans certains cas, et puis il y avait aussi quelques pistes, quelques points d'interrogation pour la suite du scénario. Jadis a certes survécu au massacre commis par Simon et ses hommes, mais elle n'en est pas ressortie indemne. Alors qu'elle fait semblant d'être morte, Gary lui crache dessus, encore une étape supplémentaire dans le mépris et la déshumanisation. Il me semble qu'on peut affirmer sans trop se tromper que ce Gary là fait carrément partie des pires sauveurs. On l'avait déjà vu à l'œuvre la saison précédente, alors qu'il avait passé Aaron à tabac, et j'espère qu'il fera partie des victimes une fois que le conflit prendra fin. Ce sera pour la fin de cette saison, de toute évidence, entre les camps de Rick et de Negan. Pour revenir à Jadis, on sent le dégoût que lui inspirent ses vêtements qu'elle associe maintenant à la mort, à la terreur et à l'humiliation. Cette scène, qui la voit s'en débarrasser, n'a rien d'anodin. Il me semble qu'elle effectue alors une première mue comme un serpent se séparant d'une ancienne peau. Et cette notion de l'évolution de l'identité des individus est au cœur de l'épisode et concerne une bonne partie des personnages. Comme Carol le dira à Ezekiel suite à la mort de sa fille, elle avait fini par trouver et inventer, avec ses compagnons survivants, une autre version d'elle-même, une meilleure version. Parvenir à trouver une meilleure version de soi-même, cela pourrait peut-être résumer l'enjeu central de cette deuxième partie de saison 8, et en tout cas cela entre en résonance avec les dernières volontés de Carl. Pour l'instant, restons avec Jadis. Entre le moment où elle se retrouve en nuisette et celui de la révélation de sa petite chambre toute propre, on sait déjà ce qui s'est passé entre Rick qui l'a laissé face à son sort, puis la transformation de son groupe en chair à saucisse avariée. Évidemment, la façon dont elle a pu repérer et récupérer Negan alors qu'il était seul et vulnérable restera un mystère, bien pratique pour les scénaristes, mais admettons. On constate donc que Jadis s'est débarrassée de sa frange et de ses vêtements sombres emblématiques. Elle semble dire adieu à l'utopie de sa communauté New Age au langage chelou. Elle a rangé le peu qu'elle conserve de cette parenthèse poubelleuse de sa vie dans cette valise. Et oui, tout n'est pas que sentimental malgré les pleurs, et on a là deux armes qui témoignent de ce pragmatisme. On remarque l'une de ces sculptures au-dessus de l'armoire, et cet émetteur-récepteur sur le tabouret. Jadis prend des notes sans qu'on puisse être sûr s'il s'agit d'observations à transmettre ou d'une forme de journal intime. Et si dans ce carnet sont réunies des observations, on pourrait mettre l'hypothèse que Jadis pourrait être à l'origine un agent à la solde de cette puissante communauté à laquelle appartient le mystérieux hélicoptère. Ce qui est clair, c'est que voir Negan attaché à une planche à roulettes et ne rien comprendre à ce qui lui arrive, c'est carrément réjouissant. On ne sait pas avec certitude si elle avait pour intention de le faire dévorer par sa sculpture d'art moderne mort-vivante, mais son timing est complètement bizarre. Puisque Jadis attend l'arrivée de l'hélicoptère à un horaire précis qui lui est signalé par une sonnerie de sa montre, il y a deux explications logiques. La première, c'est qu'elle a appelé et qu'on lui a fixé un rendez-vous, et la seconde, c'est qu'un survol est prévu à intervalles réguliers, même si cela semblerait coûteux en carburant. Quoi qu'il en soit, ne s'occuper de tourmenter Negan que quelques instants avant l'arrivée de cet hélicoptère n'a que peu de sens, à moins qu'elle ait beaucoup hésité avant de mettre son plan en œuvre. Et ce qui fait encore moins de sens, il faut bien le dire, c'est de laisser si près de Negan et sans surveillance cette valise qui contient les photos, les revolvers, le signal, à moins que ce soit un acte manqué comme Negan le souligne lui-même. Passons sur la façon dont Negan arrive à récupérer tout ça alors qu'il peut à peine bouger les mains. Si on laisse de côté ces invraisemblances, on a donc la révélation que Lucille était bel et bien le nom de l'épouse de Negan, une femme qui lui avait permis de survivre au quotidien de l'ancien monde et qu'il n'a pas su aimer comme elle le méritait. En nommant sa batte Lucille, il lui rend un hommage très étrange, voire carrément malsain, mais en tout cas, cette nouvelle Lucille lui a permis de survivre à ce monde nouvelle version. À sa façon, en créant les Sauveurs, on peut supposer que Negan a cherché à créer une nouvelle version de lui-même. Il est peut-être même convaincu que c'est une meilleure version, un point de vue que la série continue de défendre l'air de rien, mais avec lequel je reste en total désaccord. Quoi qu'il en soit, Jadis reste elle aussi très attachée aux souvenirs de son ancienne vie, ses quelques photos de la bande de la décharge, et même si Negan se fait désarmer, il a réussi non seulement à gagner du temps, mais surtout à convaincre Jadis qu'il lui est resté une bribe d'humanité. Cette confession inattendue, et même cet aveu de faiblesse,
laisse permettent surtout à Jadis de croire que Negan n'est pas celui qui a ordonné le massacre des siens. Une forme de reconnaissance passe entre eux car Jadis elle-même n'a pas encore perdu toute humanité, ce qu'elle prouve en renonçant à brûler Lucille. Cette reconnaissance s'exprime ensuite par la proposition de rejoindre les Sauveurs et le fait que Negan accepte de ne pas obtenir plus d'explications sur l'origine de l'hélicoptère. Justement, cet hélicoptère, parlons-en, l'explication qui fait le plus de sens actuellement consiste à relier cet hélico au groupe que représente Georgie et qui correspondrait au Commonwealth des comics. Toutefois, on reste dans l'ignorance concernant le lien qui pouvait exister entre le groupe de la décharge et celui à qui appartient cet hélicoptère, même si j'avais déjà pu émettre l'hypothèse qu'ils venaient leur acheter leurs œuvres d'art. Et même si je ne suis pas du tout convaincu que ce soit la bonne, que ce soit celle que prendra la série, cette explication me semble encore une fois assez convaincante car elle viendrait souligner la puissance de cette communauté qui serait capable d'envoyer un hélicoptère ne serait-ce que pour faire un petit peu de shopping d'œuvres d'art en échange de quelques denrées de première nécessité. Pour ce qui est du gang des poubelles, la chambre de Jadis suffit pour nous prouver que ce groupe jouait sur les faux semblants et qu'il devait bien mieux vivre qu'il n'y paraissait de prime abord. Concernant l'hypothèse qui ferait potentiellement de Jadis une future alpha des chuchoteurs, je dirais que tout reste en suspens, cet épisode va plutôt à l'encontre de cette théorie puisqu'il met un peu plus en avant son humanité que sa déshumanisation, mais rien n'est certain. Passons rapidement à Daryl et Tara qui tournent en boucle sur la question de Dwight. Comme prévu, ce dernier n'avait pas tiré sur Tara avec une flèche contaminée, mais Daryl s'enferme totalement dans son délire. En résumé, Tara prend conscience de son erreur alors que Daryl persiste et signe. On verra si la résolution de cette histoire parvient à lui donner plus d'intérêt a posteriori. Daryl apparaît également dans la courte scène voyant Maggie et Rosita décider qu'une action doit être menée contre la fabrication de munitions des Sauveurs. On en verra le développement dans l'épisode 15. Cet épisode s'intéresse également au trio Carol, Ezekiel, Morgan, sachant qu'ils sont tous liés thématiquement au petit Henry. Entre Carol et Morgan, la dynamique est différente, mais on retrouve là encore des figures opposées. L'une obsédée par la vie au point de la craindre et l'autre obsédée par la mort au point de s'y croire immunisée et de la voir partout. Pourtant Carol est la preuve vivante que Morgan n'est pas ou n'était pas synonyme de mort, comme elle lui rappelle, et Morgan a tout fait pour tenter de ramener Carol parmi les vivants. Et du fait de tout cet entrelacement, je pense qu'il était bien pensé d'y mettre au centre la question de la survie ou de la mort du petit Henry. Lorsque Carol parvient finalement à sauver le garçon, c'est aussi évidemment une sorte de boucle pour ce personnage depuis la disparition et la mort de Sophia. Tout d'abord, comme certains l'ont repéré sur Reddit, les racines où se réfugie Henry correspondent au lieu où Rick avait demandé à Sophia de se cacher alors qu'il semait des marcheurs. Ensuite, les enfants qui interprètent Henry et Sophia sont frères et sœurs dans la vie. Enfin, le fait que Carol évoque Sophia avec Ezekiel et sa capacité à se réinventer malgré les tragédies est un signe indiscutable qu'elle a dépassé sa peur de perdre ce qu'elle aime et qu'elle est prête à envisager une relation amoureuse avec sa majesté. J'en viens maintenant à Rick et Morgan. En questionnant Alden à la colline, Rick obtient une piste solide pour repérer l'endroit où les fuyards auraient pu trouver refuge. Étant donné ce que Rick a fait de ces informations, à savoir un massacre, il est clair qu'il ne pourrait plus assurer un rôle de chef à l'avenir. Les sauveurs survivants ne pourront tout simplement pas lui pardonner, et c'est à Maggie que va échoir le rôle de leader politique. Je pense qu'il vaut mieux passer sur l'ellipse qui explique la façon dont Morgan et Rick, les deux badass quand même, se sont fait prendre par surprise et capturer. La série n'est pas capable de l'expliquer, donc elle ne cherche même pas à le faire. Ce qui est important dans tout ça, c'est évidemment la fameuse parole d'honneur et ce qu'elle vaut. Le fait que Rick donne sa parole pour la trahir quelques instants plus tard et assassiner les sauveurs par surprise poursuit trois objectifs. Le premier, c'est de nous montrer que Rick est en pleine déshumanisation. Plus tôt dans la saison, il avait donné sa parole à un sauveur, mais Daryl l'avait abattu dès qu'ils avaient obtenu l'information qu'ils cherchaient. Rappelez-vous, Rick avait été choqué, mais cette fois, c'est lui qui a le mauvais rôle. Et alors que Morgan est là, et Morgan c'est un vrai déglingos, c'est Rick qui prend l'initiative d'attaquer en traître ceux qui les avaient pourtant libérés. Le deuxième objectif scénaristique poursuivi, c'est de venir brouiller les lignes et les repères entre Rick et Negan, peut-être semer l'idée que Negan n'a pas totalement tort, ou en tout cas que Rick finalement n'est pas meilleur que lui. Et oui, cette saison vient souligner, parfois même de façon un peu outrancière, la différence de valeur qu'on peut accorder à la parole de l'un et de l'autre. On peut dire ce qu'on veut de Negan, c'est un bel enfoiré, mais il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. En effet, la parole d'honneur la plus importante de toutes, c'est évidemment celle que Rick avait donnée à Carl dans l'église. Face à son fils mourant, Rick avait donné sa parole de faire tout ce qui était en son pouvoir pour aboutir à un avenir meilleur et paisible. En termes de mise en scène, la lutte intérieure entre la partie humaine et la partie monstrueuse de Rick est soulignée, sans grande subtilité malheureusement, par le miroir brisé qui lui renvoie son image couverte de sang. Or, ce plan arrive justement après l'échange essentiel entre Rick et Morgan. Si Morgan l'avait sauvé lors de leur première rencontre, c'était du fait de la présence de son fils. Et cette réponse secoue Rick, car elle le renvoie directement à Carl et à son incapacité d'honorer la promesse faite à son fils. Le même procédé est repris à la colline, mais cette fois c'est un Rick lavé, régénéré et plus paisible qui accepte enfin de se confronter à la lettre que Carl lui a écrite. Michonne joue évidemment un rôle essentiel pour porter la parole de Carl à son père. Elle est presque comme un apôtre de la parole de Jésus sacrifié pour la porter à la figure de Rick, qui est autant l'incarnation de l'humanité pécheresse que celle du Dieu vengeur de l'Ancien Testament. Pour ce qui est du contenu de ce courrier, il sera révélé en tout début d'épisode 15 dans une séquence émouvante déjà disponible sur YouTube.
Au passage, du côté de Morgan, on a la démonstration qu'il s'est joué de son état psychique instable pour rester malin avec des hurlements qui attirent à eux la horde des marcheurs. Et ensuite, ce connard de Jared a droit à la mort horrible que la série lui réservait de toute façon depuis sa toute première apparition. La scène la plus forte pour Morgan est celle partagée avec Henry. Quand Morgan annonce qu'il a tué l'assassin de son frère, Henry ne se réjouit pas, au contraire. Maintenant qu'il a lui-même tué, il a conscience du fardeau que Morgan a pris et il se sent désolé pour lui. Cette humanité simple renvoie Morgan à la mort de son propre fils, qui était auparavant le garant de sa moralité. Enfin, on se demande forcément qui Negan récupère-t-il dans sa voiture. Étant donné le ton de Negan et la rapidité avec laquelle la personne accepte, la seule réponse logique est pour moi Laura. Attention, je vais maintenant faire un petit pronostic quant au déroulement du prochain épisode, l'épisode 15, et je vais utiliser pour cela quelques images dans la bande-annonce de cet épisode. Si vous voulez éviter ce passage, eh bien il suffit de vous rendre au temps indiqué en bas à droite de l'écran. Laura, c'est évidemment celle qui connaît la trahison de Dwight. L'épisode 15 sent carrément le roussi, aussi bien pour Simon que pour Dwight, mais on peut compter sur Negan pour jouer avec intelligence du coup d'avance dont il dispose maintenant. Et oui, manipuler un traître pour qu'il fournisse de fausses informations au camp adverse sans s'en apercevoir, l'occasion est trop belle. Si vous êtes en quête d'une nouvelle bonne série d'ambiance, d'horreur, d'angoisse, d'épouvante, appelez ça comme vous voulez, alors que The Walking Dead arrive à son terme et que cette saison a connu des hauts et des bas, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien je vous recommande chaudement The Terror et vous trouverez une vidéo que j'y ai consacrée très récemment sur la chaîne. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si le contenu vous a plu, d'activer les notifications pour ne rien rater des vidéos que je vous propose, et puis je vous rappelle qu'il y a donc le concours pour gagner l'intégrale de la saison 3, ça se passe sur le Facebook de Captain Popcorn. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!